Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces consacré et dédié ce soir à un sujet plus qu'au cœur de l'actualité internationale. Il est vrai, ces derniers mois, encore plus ces dernières semaines, le Groenland est revenu sur le devant de la scène médiatique et politique mondiale avec les déclarations de Donald Trump ravivant l'idée d'un intérêt stratégique américain pour l'île qui ont remis en lumière une réalité. Le Groenland n'est pas seulement un territoire de glace et de nature spectaculaire, tel qu'on peut le connaître en tout cas chez Grands Espaces, c'est aussi un espace géopolitique majeur au croisement d'enjeux climatiques, économiques, militaires et culturels. Alors, je vais introduire rapidement pour que tout le monde ait bien le temps de se connecter. Beaucoup d'inscrits à ce webinaire ce soir et si nous avons souhaité vous le proposer, c'est parce que ces territoires font partie de l'ADN de Grands Espaces. Depuis plus de 25 ans, nous concevons, accompagnons des voyages d'expédition dans ces régions polaires, en particulier en Arctique et donc encore plus spécifiquement au Groenland. Alors, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, notre approche ne se limite pas au voyage. Elle repose sur une lecture scientifique, humaine, culturelle de ces régions qui sont toujours portées par des guides naturalistes, des experts du terrain, une connaissance intime des enjeux locaux, comme nous allons le voir ce soir. Donc effectivement, le Groenland, nous le parcourons depuis des décennies au fil de ses côtes, de ses fjords, de ses communautés, et en observant l'évolution rapide de ses paysages, de ses sociétés et de sa place dans le monde. Alors, pour aborder ce soir un sujet aussi complexe, nous avons réuni des intervenants au regard complémentaire et profondément ancrés dans le Groenland. Eh bien, tout d'abord, je tiens à vous présenter, alors je ne présente plus pour certains, mais je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux inscrits ce soir. Donc, Christian Kempf, fondateur de Bonsoir. Grand Espace, scientifique explorateur qui parcourt les régions polaires depuis plus de 50 ans maintenant, et qui a écrit récemment un ouvrage sur le parc national du nord-est du Groenland. Il nous apportera donc une lecture sur la militarisation de l'Arctique. Avec nous également Christiane Drieux, anthropologue de formation, spécialiste du Groenland, dont les travaux portent en particulier sur la culture groenlandaise, qui nous en dira plus ce soir sur l'identité propre du peuple groenlandais. Et puis François Leloust, cartographe spécialiste du Groenland également, qui apportera un éclairage essentiel sur l'histoire géopolitique plus récente du Groenland. Et puis, enfin, last but not least, comme on dit, notre invité d'honneur, Vitus Kudjikitsok, j'espère ne pas écorcher le nom, avec nous exceptionnellement ce soir, une figure majeure de la vie politique du Groenland, qui a occupé donc un poste de ministre durant 7 ans dans des gouvernements différents, en tant que ministre chargé de l'industrie du travail, du commerce, des affaires étrangères, mais aussi des finances, des ressources minérales, de la coopération nordique. En 2018, il a fondé le parti séparatiste Nunatta Kitornai, qui préconise donc l'indépendance du Groenland. Et donc ce soir, il nous fait l'honneur de partager son regard de l'intérieur des terres groenlandaises sur les enjeux de souveraineté, d'indépendance, de relations internationales et donc d'avenir du Groenland. Alors, précision, son intervention est en anglais. Notre plateforme de conférence ne propose pas encore de traduction simultanée, donc Christian Kempf se chargera de traduire ses propos pour une meilleure compréhension pour tous. Et puis, eh bien, comme d'habitude, vous pouvez, durant cette conférence, poser des questions à travers le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Nous les relayerons à la fin de ce webinaire à nos intervenants afin que tout le monde puisse profiter des réponses apportées donc, par nos différents intervenants. Et bien, sans plus attendre, je laisse la parole au premier intervenant, Christian Kempf. C'est à vous. Merci Laureline, merci à tous, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. C'est un plaisir de pouvoir dire quelques mots d'introduction à cette conférence pour vous dire qu'on va parler de l'Arctique. L'Arctique, c'est 23 millions de kilomètres carrés, dont 7 à 15 millions de glaces qui, hélas, fondent avec le réchauffement du climat,
à la vitesse de 90 000 km² par an. Et l'Arctique se réchauffe de plus 2 à plus 4 degrés en 30 ans, bien plus vite qu'ailleurs. Et cela amène en fait 3 points majeurs. D'une part, une route, et qui est la route du nord-ouest ou du nord-est, qui se trouve dégagée et qui raccourcit de 7000 km la distance entre les grands ports de Rotterdam et de Tokyo, par exemple. Cela dégage des ressources, 13% des ressources mondiales de pétrole, 30% de gaz, qui sont estimées dans ces régions côtières. Et enfin, la pêche, une surpêche, car ce sont des océans parmi les plus riches du monde. Pendant longtemps, l'Arctique a été avant tout une terre d'affrontement, puisqu'en 1962, le président John Fitzgerald Kennedy disait qu'il possède le pôle, possède le monde. C'était voir effectivement l'Arctique avec 2 grands blocs, l'OTAN d'une part, le pacte de Varsovie d'autre part, avec 21 bases en Russie, avec la Defense Early Warning qui a été créée par les Américains dans l'Arctique canadien et américain, et puis avec évidemment la mise en place de la base de Thulé, chassant les Inuits de Thulé qui sont allés à Kanak. Ensuite, après cette phase de guerre, ça a été la mise en place pour une coopération du Conseil de l'Arctique avec 8 pays riverains, 13 pays observateurs, dont d'ailleurs la Suisse depuis 2017, cette organisation des peuples locaux, qu'ils soient russes, canadiens, inuits, et puis également des organisations non gouvernementales. Mais depuis quelques années, la Russie du président Poutine mord, est agressive. Elle est agressive en Europe face à l'Ukraine, elle est agressive globalement. Et dans l'Arctique, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'Ukrainiens pour s'opposer à elle. La Russie a une politique d'expansion et de militarisation extrêmement active. C'est le 2 août 2007 que la Russie a planté au pôle Nord, qui n'est pas sa propriété, si je puis dire, c'est une revendication, un drapeau russe en titane. Et la Russie a développé, pour couvrir, comme dit, économiquement la zone et militairement la zone, 57 brise-glaces, grands brise-glaces, dont 8 à propulsion nucléaire. Elle a dépêché 34 bateaux militaires, 14 sous-marins et développé 4 bases dans le haut Arctique russe et une dizaine ailleurs. Par rapport à ça, l'OTAN n'a rien fait, ou très peu fait. Maintenant, évidemment, l'OTAN s'affole avec la construction de brise-glaces, 2 à 3 par an, mais c'est pour combler un grand retard et l'OTAN n'a que 25 petits brise-glaces, 22 sous-marins. Bref, tout ça pour vous dire que par rapport à ça, on comprend que cette militarisation de l'Arctique qui est voulue par les Russes, les Occidentaux y réagissent, et dont les États-Unis évidemment en premier lieu, puisque quand on regarde à l'est du Groenland, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Russie, et à l'ouest, il y a en fait les États-Unis d'Amérique. Donc, sur l'est du Groenland, à l'est, il n'y a rien. Si, plus exactement, il y a la nature, le plus grand parc national du monde, 972 000 km², où il y a 24 rangers ou militaires d'élite de l'armée danoise. Il y a 3 000 km³ de glace qui sont déversés par an du bassin arctique, mais il n'y a rien. Or, les grandes puissances s'intéressent à cette région, que ce soit les USA, que ce soit la Chine, avec 4 brise-glaces également, et toute une toile qui est l'Atlantissé, que ce soit la Russie. Bref, l'Arctique se militarise. L'Arctique, longtemps pays d'ours et d'explorateurs, devient maintenant de plus en plus une nouvelle frontière pour nous autres, où les militaires occupent le terrain pour que l'économie des pays puisse se développer. Et dans ce contexte, évidemment, la conférence de ce soir, j'en suis sûr, sera passionnante. Je laisse maintenant à Christiane et à François le temps d'autres introductions. Christiane, ton micro est coupé. Il faut que tu actives ton micro. Voilà, c'est bon? Bien, donc je vais enchaîner sur cette introduction de Christian en mettant le focus sur l'identité groenlandaise, sur les Groenlandais, puisque c'est un territoire qui est convoité, qui a une position stratégique, mais le Groenland, c'est aussi un peuple qui a une identité, ce sont les Groenlandais. Depuis 3 millions d'années, je vais être bref sur ces 3 millions d'années, si mon truc veut bien passer,
Voilà. Depuis 3 millions d'années avant notre ère, dans un mouvement circumpolaire, des migrations successives ont pénétré au Groenland par le nord. Elles se sont installées sur l'île et se sont éteintes en fonction des variations du climat. Venues de l'ouest, elles s'installent sur des terres qui sont vierges d'occupation. Ce sont les proto-esquimaux, les Sakaks, les Dorset, et les derniers arrivés sont les Thuléens au XIIe siècle. Chacun a apporté des technologies particulières pour se nourrir, se protéger du froid, pour s'abriter. Venus de l'Est, en revanche, ce sont des colons. Ce sont des colons qui s'installent à leur profit sur des terres déjà occupées. Ce sont les Vikings et puis ce sont les Danois en 1721 avec Hans Egede. Actuellement, le Groenland, c'est 56 000 habitants répartis dans 3 régions sur une bande côtière qui représente 15 à 20% de la superficie du Groenland. Au nord-ouest, vous avez une communauté d'environ 800 personnes, des Inuits. Sur la côte est, 2000 personnes environ, qu'on appelle les Tununiuk. Et puis le sud et l'ouest sont les régions les plus peuplées du Groenland. C'est là, dans la région du sud-ouest, que se trouvent les 3/4 de la population du Groenland. Il y a bien sûr Nuuk, la capitale, et puis des grandes villes comme Qaqortoq, Sisimiut, Ilulissat, Asiat. Donc, je reprends, au nord-ouest, 4 implantations isolées du sud par l'immense baie de Melville et environ 800 personnes. Il y a Savisivik, qui est un village de chasseurs d'ours. Il y a Qeqertat, un village de chasseurs de narval. Siorapaluk, tout à fait au nord, le village d'implantation la plus au nord de la planète. Et puis Kranak, le centre administratif. En 1937, Dagmar Rasmussen, la veuve du célèbre explorateur Knut Rasmussen, a vendu au Danemark les comptoirs créés dans le nord par son mari. Et ce qui a contribué à unifier le Groenland en lui rattachant la partie nord en tant que colonie danoise. À l'est, 2000 personnes environ, autour de 2 principales implantations, Tasiilaq et Ittoqqortoormiit. La suprématie territoriale du Danemark sur cette région, face à la Norvège, ne date que de 1933, après le jugement de la Cour de justice de La Haye. Grands Espaces, d'ailleurs, a choisi dans cette région, Ittoqqortoormiit, à l'entrée du parc national, pour implanter une base logistique touristique à proximité du Scoresbysund. Les populations du nord-ouest et de l'est sont très isolées par rapport aux villes et aux commodités du sud. Les liaisons aériennes hebdomadaires sont souvent contrariées par les conditions climatiques, enfin météorologiques. Le bateau de ravitaillement, lui, n'effectue que 2 rotations par an, une en juillet, une en septembre. Et l'économie de subsistance de ces populations est basée sur la chasse et la pêche. Et cette économie, cette chasse et cette pêche sont encadrées par des quotas qui sont fixés par le gouvernement central et par des instances internationales, sans consultation ou très peu des chasseurs locaux. Cela engendre des tensions et un sentiment de frustration de ces populations privées d'une partie de leurs revenus et de leur nourriture traditionnelle. Ces chasseurs-pêcheurs se sentent délaissés, voire oubliés par la population du Sud. Dans ce contexte, quels critères ont permis l'émergence et l'affirmation d'une identité groenlandaise commune ? Devant l'adversité, le peuple du Groenland a pris conscience de ce qui le rassemble, de ce qui le définit et de ce qui le rend unique. Être groenlandais, c'est appartenir à une terre plutôt que de la posséder. Appartenir plutôt que posséder. C'est un rapport intime, sans doute issu de l'animisme, avec l'environnement et les animaux. Ce sont des valeurs communes, des valeurs de partage, d'entraide, qui renforcent les liens et c'est un mode de vie. Ce sont des aliments symbolisant pour chacun son lien profond avec le territoire ancestral, avec le vivant, et c'est une façon respectueuse d'être au monde.
C'est aussi un drapeau conçu et dessiné et choisi par tous. Là, c'est la tante de Toku, une pêcheuse, une chasseuse-pêcheuse du nord du Groenland. C'est une langue, le Kalaalleq. Ce sont des capacités de résilience et d'adaptation. Être groenlandais, c'est être humble, tout en étant fier d'une culture transmise de génération en génération. C'est être aussi fier de ses savoirs, de ses savoir-faire gravés dans la mémoire collective. C'est une adaptation constante à l'environnement et non pas le contraire. Ce sont des outils pour chasser, se nourrir, pour travailler les peaux et pour se protéger. Ce sont des gestes comme le lancer du harpon, bagayer en silence, claquer le fouet. Ce sont des attitudes comme être ici et maintenant, ne pas élever la voix. Devant l'avidité des puissances étrangères, les divergences quant au processus d'accès à l'indépendance ont été mises de côté pour faire un front commun et mettre en exergue l'unité et la forte identité de tout un peuple. On peut ajouter à cela la fierté de l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité de plusieurs sites, parmi lesquels le grand fjord de glace d'Ilulissat sur la côte ouest du Groenland. Et puis l'inscription par l'UNESCO du chant de tambour au patrimoine immatériel de l'humanité. Ce tambour qui servait de véhicule à Langakok, au chaman, pour voyager dans le monde des esprits. Et puis c'est aussi la fierté, non pas de posséder, encore une fois, mais d'appartenir au pays des superlatifs. Le plus grand parc national, la plus grande calotte glaciaire de l'hémisphère nord, le plus grand fjord du monde, etc. L'affirmation face au monde de cette identité nationale a également des répercussions sociales. Elle est devenue une référence pour une partie de la jeunesse qui était en perte de repères. En affirmant leur identité, les Groenlandais réaffirment leur droit à vivre libre sur leur terre, Kalaallit Nunaat, notre terre, selon leurs valeurs, leurs traditions, indépendamment des modèles qui ne sont pas les leurs. Les Groenlandais, un peuple qui s'ouvre à la modernité et à la mondialisation sans renoncer à sa façon de vivre et à ses valeurs. Merci. Si François veut prendre la suite. Oui, merci Christiane, avec ce regard anthropologique. Après cette définition de l'identité du peuple groenlandais, je vous propose de parcourir brièvement la succession d'événements récents, plus ou moins récents, qui ont mené à cette crise groenlandaise. Voilà, Laureline, je t'attends. Merci. Alors, au nord du Groenland, il n'y a rien. Si, il y a la mer gelée, la banquise polaire. En regardant la Terre autrement, on voit la position centrale du Groenland dans l'hémisphère nord, entre la Russie et l'Amérique du Nord. Un planisphère usuel ne rend pas compte de cette réalité. Sur une telle carte, je vais tracer une ligne droite entre Moscou et Los Angeles, et l'échelle nous donne une distance de 13 000 km. Mais ce n'est pas la route la plus courte. N'oublions pas que la Terre est ronde. La route la plus courte entre ces deux villes passe par le Groenland. Elle est même 25% plus courte et elle passe à la verticale de la base de tous les Pituffik. Après ces rappels cartographiques, quelle est l'histoire récente du Groenland? En avril 40, les armées nazies envahissent le Danemark. Et un an plus tard, Henrik Kaufmann, l'ambassadeur du Danemark en poste aux USA, il se croit autorisé à signer un accord relatif à la défense du Groenland, accord qui est approuvé aussitôt par le président Roosevelt. D'ailleurs, pour cette action, Kaufmann sera condamné pour haute trahison par le gouvernement danois. Bien sûr, à la fin de la guerre, il sera réhabilité.
Le Groenland devient alors territoire autonome sous protection américaine. Les Américains construisent 14 bases au Groenland. Bluey, c'était le nom de code du Groenland. La base de Narsarsuaq, c'est la plus grande base aérienne sur le Groenland, aura vu se poser plus de 10 000 avions pendant la guerre. Quand la Seconde Guerre mondiale se termine, commence alors la guerre froide. Les États-Unis n'évacuent pas le Groenland. Ils veulent conserver leur base, ce que le Danemark refuse. Alors en 1946, le président Harry Truman, mais surtout son secrétaire d'État James Byrne, propose au Danemark 100 millions d'euros pour acheter le Groenland. Et le Danemark refuse encore. Mais tout change en avril 1949 avec la création de l'OTAN, auquel adhère le Danemark. Et c'est dans le cadre de l'OTAN que l'accord Kaufmann, signé donc en 1941, est actualisé en 1951. Retenons cette date, j'y reviendrai. Cet accord de défense du Groenland permet aux États-Unis d'agrandir et d'exploiter la base de Tulé-Pituffik, toujours dans le cadre de l'OTAN. Donc en juillet 1951, l'opération Blue Jay débute. 7000 ouvriers là, débarquent des USA, construisent pendant l'été le site de Tulé-Pituffik, une ville moderne équipée de téléphones, stations radio, cinéma, autobus, mais surtout un port en eau profonde et une piste d'atterrissage de 3 km de long. Moins de 2 ans plus tard, en 1953, les 130 Inuits vivant encore à proximité de la base sont expulsés par les Danois et déplacés vers Kranak et d'autres implantations. Ce n'est que 50 ans plus tard, le 28 novembre 2003, après le jugement de la Cour suprême, que le Danemark reconnaîtra enfin ses torts et indemnisera partiellement les familles des déplacés. Et c'est pour rendre hommage à Uusakak Kuujjuqitsok, le père de notre invité, Vitus Kuujjuqitsok. Uusakak représentait la communauté inuit avec l'association Inktigak 53. Alors, quelques dates. Rapidement, donc en 1953, juste après cette évacuation, le Groenland n'est plus une colonie, il l'a été pendant 230 ans et il devient une partie intégrante du royaume du Danemark. En 1979, c'est l'autonomie interne que le Groenland acquiert et il obtient son propre parlement, l'Inatsisartut. Cette autonomie permet au Groenland, après référendum, de quitter la communauté européenne que le royaume du Danemark, dans sa totalité, avait rejoint en 1973. Maintenant, le Groenland est dans l'Union européenne, mais avec le statut de territoire d'outre-mer. En 2009, l'autonomie s'élargit, le Kalaallisut devient la langue officielle et la route vers l'indépendance est tracée. Les Groenlandais deviennent propriétaires de leur sous-sol, ce qui va intéresser beaucoup d'entreprises et aussi certains pays. 2 semaines avant que Donald Trump soit investi à la présidence des États-Unis, son fils, Donald John, accompagné de Charlie Kirk, qui sera assassiné 8 mois plus tard, atterrit à Nuuk et promet un avenir meilleur aux Groenlandais s'ils acceptent la souveraineté des USA. Les déclarations tonitruantes de Donald Trump, que vous avez tous entendues, que je ne répète pas ici, ont provoqué un rejet massif des Groenlandais qui l'ont exprimé unanimement. La manifestation dans la capitale Nuuk était la plus grande jamais vue au Groenland. Et elle s'est terminée devant cette petite maison rouge qui est le consulat des États-Unis, enfin qui était à l'époque le consulat des États-Unis à Nuuk. L'un des slogans les plus repris était « Ni américains ni danois, nous sommes groenlandais ». Le 28 mars, toujours 2025, le vice-président James David Vance, accompagné de son épouse, visite la base américaine de Pituffik. Cette visite de quelques heures avait été organisée à la dernière minute. En effet, ça devait être une visite de plusieurs jours à Nuuk, à Sisimiut, pour assister à la course annuelle de chiens de traîneau. Face aux protestations unanimes, groenlandaises et danoises, tout fut annulé. Le président français s'est rendu au Groenland le 15 juin dernier pour une brève visite à Nuuk. Emmanuel Macron était venu exprimer la solidarité de la France et son soutien au peuple groenlandais. Il a affirmé clairement, en particulier aux États-Unis, que la souveraineté du Groenland et du Royaume du Danemark
devait être respecté. Dans cette logique, il a annoncé la création d'un consulat français à Nuuk. Invité à Copenhague pour le sommet de l'Union européenne, le chef du gouvernement groenlandais, Jens Frederik Nielsen, a rencontré le 2 octobre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a assuré que l'Union européenne voulait renforcer sa coopération et qu'elle doublera son soutien financier au Groenland afin de pouvoir fournir de l'énergie propre et créer des technologies de demain. Pour la première fois, l'Union européenne financera directement un projet minier au Groenland. Au début de cette année 2026, une déclaration commune a été signée par les dirigeants des 5 partis, tous les partis qui composent le Parlement groenlandais. Ils veulent mettre fin au mépris des États-Unis pour le Groenland. Nous ne voulons pas être américains, nous ne voulons pas être danois, nous voulons être groenlandais. Le gouvernement et le Parlement groenlandais sont élus par les citoyens groenlandais, ont-ils déclaré. Aucun autre pays ne peut s'ingérer dans nos affaires. La ministre des Affaires étrangères du Groenland, Viviane Motzfeldt, le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Rasmussen, ont rencontré à New York le vice-président américain, J.D. Vance, et le secrétaire d'État, Marco Rubio. Cette rencontre au sommet marque le début de la résolution du conflit. Et quelques jours plus tard, en Suisse, à Davos, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a rencontré le président des USA et l'a convaincu de renoncer à la force envers le Groenland. La tension est tombée d'un cran. En fait, à mon humble avis, Mark Rutte a expliqué les termes de l'accord de 1951. Je ne veux pas vous lire tous les termes de l'accord, j'ai traduit là l'article 5. L'accord de défense garantit aux États-Unis le droit d'accès et de circulation libre entre les zones de défense partout au Groenland, y compris dans les eaux territoriales, sur terre, en mer et dans les airs. Donc c'était un accord qui datait de 1951 et qui permet donc aux États-Unis de continuer leur activité de protection de la zone arctique. D'ailleurs, a été décidé dans ce cadre un exercice dans le cadre de l'OTAN, Arctic Sentry, la sentinelle arctique, qui va commencer bientôt et auquel participeront les USA et bien sûr l'Europe. Et dernièrement, 2 semaines après, là c'est très récent, la première ministre danoise et le premier ministre groenlandais ont été reçus à l'Élysée. Et le consulat français, qui a été promis, ouvre demain, vendredi, à Nuuk. Je laisserai Vitus prononcer Kalaallit Nunaat, Kalaallit Pigat. Le Groenland appartient aux Groenlandais. J'espère, Christian, que je n'ai pas été trop long. Je laisse la parole donc à notre ami Vitus. Merci à tous les 3 pour cette introduction. Go. Thank you for having me, and thank you for the other presentations that gave a very excellent picture of our history. Merci pour cette présentation et ces très belles images sur notre histoire. The emphasis on Greenland in these days have been very much focused on Denmark and Europe. Groenland beaucoup insisté sur l'Europe et le Danemark. But Greenland is, as you all know, part of the Arctic and the Northern Hemisphere. And if we look at the Greenland's position, we are part of the Arctic and where our cultural heritage is from. Mais comme vous le savez, comme vous l'avez vu, le Groenland fait partie avant tout de l'Arctique, non pas du Danemark ou de l'Europe, mais de l'Arctique. Greenlanders have a very high esteem because we inhabit the world's largest island, why our large ego is reflecting on that. Le Groenland, comme vous le savez, est un pays fort d'une certaine manière car c'est un pays très désiré et puis c'est aussi la plus grande île du monde.
And we all know that our country is very desired by many nations across the world because of our mineral resources and our living resources. Les ressources naturelles et les ressources minérales sont très profondes et importantes, et c'est pour ça également que c'est un pays très désiré par tous. And because of our land and sea and air territory, we are very much desired and very important geopolitically. Et comme dit, à cause de ces ressources et de la grandeur des territoires marins, le Groenland est encore une fois très désiré. If we look at where the Inuit have derived from, as mentioned, we came from the very western part of the Arctic, from the Inuits to Alaska and to Chukotka, and further on to Canada and to Greenland in 7 or 8 different temps. Le Groenland, et cela dit est dans cette image, a également une importance géopolitique importante qui est liée, comme dit, à sa position dans l'Arctique. We are part of the Inuit in the Arctic, where I come from, the northernmost people amongst Inuit, and from east we call them Iwit. In west we call them Gidamut, and south Guyatamut. Le peuple groenlandais est avant tout un peuple qui existe à l'est, à l'ouest, au sud, avec des noms différents de Livik, des noms de civilisations également différents. And our neighboring countries of Inuit, in Nunavut, in Nunatsiavut, in Northwest Territories, and Yukon, and then in Alaska and in Chukotka in Russia. They all have different dialects, but we all derive from Inuit and maintain the Inuit culture. Le monde inuit dérive d'une seule, je dirais, civilisation profonde, celle d'Inuit, et se décline entre la Russie, le Canada, l'Alaska, entre divers peuples, que ce soit les peuples du nord de la Russie, de l'Alaska, du Groenland ou du Canada. If we look at our non-living resources in Greenland, Greenland possesses many desired minerals across the entire country. Il y a beaucoup de ressources minérales au Groenland, et quand on regarde les parties déglacées, nous nous rendons compte avec cette carte des nombreuses ressources minérales qui sont en fait très typées des roches groenlandaises. We have gold, we have silver, we have graphite, we have iron, nickel, lead, marble, uranium, and many rare earth elements. Il y a beaucoup de terres rares et également de l'uranium, de l'or, de l'argent, du zinc, du plomb, bref, tous les minéraux qui se trouvent en général dans les roches granitiques. And if we look at the historic overview of the extraction of our mineral resources, the very first extraction was of coal, dating back to 1782. Et quand on regarde l'histoire de l'extraction des minéraux, elle n'est pas récente. Elle est au contraire bien ancienne, et la première extraction de minéraux, en fait, date des années 1800, et c'est l'extraction de charbon. And the longest continuing extraction was in the Kriolad mine in Ivittut that started in 1854 and ceased in 1987.
Il y a également ce fait spectaculaire de la mine de cryolite d'Iqaluit qui a démarré en 1864 pour arrêter, en 1987, 1854 à 1987. And it was the cryolite that was the starting point for the large extraction and revenues for the Danish state, and eventually ended in United States when the extraction of alumina and the production of aluminium started. Then the cryolite mine became the far largest supplier of alumina amongst many other components for the aluminium industry. Dans l'industrie de l'aluminium, la cryolite entre de manière extrêmement importante et c'est pour ça que la cryolite a été exploitée par les Danois et s'est retrouvée finalement en grande partie en termes d'exportation aux États-Unis. Et cette exploitation de cryolite a été le premier grand intérêt, si je puis dire, qui a poussé les hommes vers le Groenland, nous autres, Américains ou Européens. And uranium have been extracted in at least 3 occasions in South Greenland as well. So there is a proven extraction of many important minerals through the times. L'extraction de l'uranium également a été importante, c'est cela à 3 reprises. Vous le voyez sur la photographie en 1958-62, en 78-80 et plus récemment également, même si la mine a été fermée. And in the same time, the exploitation of living resources as narwhals, walrus, whales, and fish, cod, herring, mackerel were exploited by the European fishermen and whalers. Durant de longues périodes, l'exploitation des mammifères marins par les locaux et par les Européens a été importante, que ce soit les baleines, les morses, les narwhals, les phoques, mais également le poisson. Et le poisson a été largement pris par les locaux, évidemment, mais surtout par les Européens. Et il y a eu une exploitation importante des stocks de poissons, que ce soit de morues, de flétans, de harengs, de maquereaux. And as mentioned before, our land territory has been used for military purposes, where United States established at least 32 military installations across Greenland. Le Groenland a été également un véritable porte-avions, si je puis dire, une véritable terre pour les militaires, puisque les Américains notamment ont installé plus de 31 bases au gré de l'histoire sur le Groenland. And the sole and longest existing installation is perhaps the United States' most precious military installation, and it is in Pituffik, called Pituffik Space Base today. L'installation américaine la plus importante et la plus ancienne également, c'est celle de Pituffik, anciennement Thule Air Base, appelée maintenant Pituffik ou Thule Space Base. And we can mention the horrible stories about Camp Century and Camp Tutu, where there was a nuclear reactor installed in Camp Century. Et à Camp Century, qui est à environ 100-200 km de la base de Thule, il y a un réacteur nucléaire qui a été installé pour faire une base sous-glaciaire extrêmement importante et qui a amené des milliers de militaires à être présents à un moment donné. And we also faced a hydrogen bomb emission in 1968 when a B-52 crashed near Thule Air Base. Malheureusement, il y a également eu dans ce contexte l'accident
En 1968, d'un bombardier B-52 qui est tombé et les bombes ne sont toujours pas retrouvées, si je puis dire, et c'est l'un des accidents nucléaires qu'il y a eu dans cette région, mais sans conséquences nucléaires en tant que telles. And this happened despite the Danish policy of not harboring nuclear missiles in Denmark or the Kingdom of Denmark. Et cela s'est passé sans véritablement de protestation et d'opposition extrêmement importante de la part des Danois. The exploitation or the exploit of the minerals as for Inuit is regarded. We have, where I come from, Savissivik was mentioned. Savissivik means where the iron deposit derives because of the iron meteorite. Inuit have known the existence of the iron ore for over 4,500 years. Dans la région de Savissivik, au nord-ouest du Groenland, et d'où vient notre invité, les Inuits connaissaient en fait la présence de fer depuis 4500 ans et ont fait de cette présence de fer et de ce fer également un commerce qui est allé jusqu'en Alaska, au Canada et même jusqu'en Norvège avec un grand niveau d'ingéniosité. And my ancestors have exploited the iron for harpoon weapons and even traded with the iron to Alaska and to Canada and even to Norse Vikings when they came to the Thule area. Ces harpons donc ont servi évidemment aux locaux, mais également aux, j'ai dit les Norvégiens, je vous prie de m'excuser, au peuple viking quand il est allé dans la région de Thule, jusque dans les frontières de la région de Thule. And many of the iron meteorites have been removed from Savissivik and the nearby vicinity, where American Museum of Natural History got a meteorite that weighed over 31 metric tons back in 1896. Il y a dans cette région de Savissivik, qui est donc au nord-ouest, au nord de la baie de Belleville, plusieurs météorites qui sont tombées, dont la plus grande pesait plus de 31 tonnes métriques. Et plusieurs ont été emmenés également de cette région pour aller, notamment en 1896, par Robert Peary, vers le Muséum américain d'histoire naturelle. And over 20 tons meteorite also lies in the Geophysical Museum in Copenhagen today. Il y a par ailleurs au musée de Copenhague également une vingtaine de tonnes de météorites qui viennent toujours de cette région du nord-ouest du Groenland. If we look at the governance of Greenland, in the past we've had 18 different municipalities that was reformed in 2008. So now we have 5 municipalities in north, in Qaqortoq, and then in Qokqa and South Greenland and Samosok. Alors qu'auparavant, il y avait jusqu'en 2008, il y avait plusieurs municipalités, 18 au total. Elles ont été, pour des questions économiques et d'efficacité, reprises en 5 grandes municipalités, dont l'une dans le nord, l'autre, Sermarsok, qui va de l'ouest et jusqu'à l'est, et 3 autres également plus dans le sud. Donc 5 grandes municipalités au Groenland. And we have a parliament consisting of 31 members.
Le Parlement est composé de 31 membres issus des diverses régions du Groenland. And in 2025, 5 parties were elected, were Democratic, IA, Siumut, and Adesut formed a coalition, and then we have Bhakti Narak as the only opposition. Dans ce Parlement, on a plusieurs partis, dont un seul véritablement est d'opposition avec les 8 membres qui se trouvent sur la droite. Le Parti démocratique est celui qui a, on va dire, remporté les élections avec 10 membres, avec également d'autres membres qui sont associés pour une coalition. And the government of Greenland has 10 cabinet members, where Democratic and IA has the most members, and Siumut and Adesut have 1 members each in the cabinet. Donc il y a de ce fait-là également plusieurs membres qui sont dans le cabinet gouvernemental représentant 3 partis différents, dont évidemment principalement les 2 grands partis qui ont été cités. For the past 20 years, the focal point of Greenland has grown due to the climate change focus in the Arctic. L'environnement du Groenland, au sens du terme, a politiquement et écologiquement beaucoup changé avec le changement du climat. And the polar bear has become an important symbol for that. Et l'ours blanc est évidemment devenu le symbole de ce changement climatique. The climate change pose strength, opportunities, but also threats and dangers. Le changement du climat, le réchauffement du climat amène évidemment des opportunités très importantes, mais également des menaces, des dangers. D'un côté, cela amène une force et des opportunités, mais d'un autre côté, des dangers et des menaces. One of the advantages that we see is the warmer climate and temperatures that allows animals to grow faster and more species come to our seas. Comme vous le voyez sur ces images, je dirais en vert, en positif, on peut dire qu'un climat plus chaud permet une croissance animale, car il y a de l'élevage au Groenland, que ce soit de moutons ou même de vaches, plus importante. Il y a plus de faune dans l'océan, avec plus d'espèces et de nouvelles espèces qui arrivent autour du Groenland. Et puis évidemment, moins de glace, donc plus de possibilités de pêche. And one of the opportunities or the possibilities that generates is a better procurement options for fishers and hunters in general, and a greater catch of the stocks and a better refinement degree of the catch. Les opportunités qui sont offertes amènent évidemment la possibilité de pêcher plus avec des espèces de poissons différentes, à plus de pêcheurs, également localement à des chasseurs, de mieux chasser. Cela amène une base de nourriture plus importante et amène également plus de sédiments qui sont importants avec de ce fait-là même, de nouveau des opportunités de pêche importantes et des opportunités également de chasse plus importantes. But of course, it has a flip side because of the climate change, where we face more threats and dangers like landslides and tsunamis and a greater precipitation and huge storms. Mais il faut aussi savoir que les Groenlandais ont à faire face, comme en Europe au demeurant, à des menaces nouvelles liées au réchauffement du climat, qui sont des glissements de terrain, des précipitations de plus en plus importantes, des
tempêtes de plus en plus régulières, des saisons intermédiaires plus petites, et puis localement des populations de poissons qui souffrent beaucoup. Également un impact sur la biodiversité. If we continue to Pituffik, Pituffik is as mentioned, the most important military facility outside the United States, and Pituffik has existed since 1946. La base de Pituffik, qui s'appelle maintenant la base spatiale de Pituffik, est de loin l'implantation américaine la plus importante au Groenland et qui existe depuis la fin des années 1940. And in the past, Pituffik was attached to the North American Aerospace Defense in Colorado Springs, enabling having a direct communication line with NORAD. Et donc la base de Pituffik était directement liée à la base de défense avancée pour l'Amérique du Nord. Il y avait 3 lignes, dont la DEW, donc, et Pituffik était véritablement la base la plus avancée en termes de latitude, la plus au nord de ce système de défense américain durant la guerre froide. And we have had several disputes with Denmark and with United States in regards to the Pituffik when it was Thule Air Base because of the biological and the nuclear and other hazardous waste materials in the former military installations. Durant le moment où cette base était Thule Air Base, il y a eu des discussions importantes avec les Américains et les Danois et des conflits, car il y avait évidemment des déchets nucléaires, d'autres types de déchets, tous les déchets que peuvent produire des grandes bases militaires comme ça a été le cas de Thule Air Base. And because of the American military activities, not alone in Thule, but in general, the attention has been very much on how to improve the relations to United States, but demanding more revenues of facilitating US military in Greenland. En raison justement de cela, les locaux et les Groenlandais ont demandé de plus d'aide aux Américains, également aux Danois, pour faire face aux problèmes qu'ils rencontraient avec ces implantations de base. To illustrate how much United States have built in the politics, the Secretary of State Hillary Clinton visited Nuuk in 2009, and later on, Secretary of State John Kerry visited Ilulissat in 2016. Pour définir le cadre d'un accord, il y a eu plusieurs visites importantes. Ici, vous voyez l'image du secrétaire d'État John Kerry à Ilulissat en 2016 et auparavant également une visite en 2009. Donc, cela pour amener à une relation la meilleure possible entre les Groenlandais et les États-Unis. And because of Camp Century and because of the B-52 plane crash in 1968 and many other incidents, there have been many controversies between Greenland, United States and Denmark. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de controverses. D'abord, évidemment, suite au crash du bombardier B-52 en 1968, mais également suite à bien d'autres problèmes liés à cette installation militaire et aux installations militaires américaines entre les Groenlandais et le Danemark et les États-Unis.
And one of the issues that aroused the crisis between Greenland and Denmark has been about how much Denmark is gaining economic benefits of harboring or facilitating Thule Air Base in Greenland. L'une des grandes discussions était de savoir quel est le bénéfice, somme toute, que tire le Danemark du Groenland et comment cela peut se compenser pour les Groenlandais. And also why the shifting Danish governments have allowed nuclear facilities in Greenland and not least nuclear weapons placed in Greenland, despite the opposite policy. Il est connu que le Danemark avait des liens privilégiés, extrêmement privilégiés avec le Groenland. Et les Groenlandais ne comprenaient pas, et ne comprennent toujours pas, pourquoi le Danemark a permis l'installation et désinstallation nucléaire au Groenland, et cela sans consultation locale. President Trump came with the idea to purchase Greenland in 2019. Le président Trump a déjà montré son intérêt, je dirais, financier ou politique pour le Groenland, et cela dès 2019. If we look at the historic precedents, the price for Greenland in 1867 was $15 million. Quand on regarde le prix qui avait été proposé en 1867, était 15 millions de dollars américains. In 2017 or 1917, the price rose to $25 million. Puis cela a monté à 25 millions de dollars en 1917. So there's no wonder why United States regard Greenland as a sales object, because there is a historic precedence that Greenland has been put for sale in the past. Why there's an idea that Greenland is for sale. United States tried to purchase Greenland in 1946, as mentioned before, but didn't succeed, thankfully. Les États-Unis ont de nouveau essayé en 1946, cette fois-ci pour 100 millions de dollars or, d'acheter le Groenland. Mais il y a une sorte de tradition dans la présidence américaine qui consiste à se dire que le Groenland pourrait être acheté. Et cela est passé dans l'ADN de plusieurs présidents des États-Unis. And if we look at the reasons why United States are so interested in Greenland, it has to do with the military bases it has in Greenland, but there are also geopolitical considerations in regards to the access to Northwest Passage and the rare earth elements and many other critical minerals in Greenland. Et si les États-Unis se sont intéressés par l'EPC et maintenant, a fortiori, s'intéressent beaucoup au Groenland, c'est évidemment pour des raisons militaires. On l'a largement évoqué déjà, mais c'est aussi par rapport à la future route du Nord-Ouest, une route commerciale du passage du Nord-Ouest, et puis évidemment également à cause des grandes ressources minérales du Groenland. And there have been questions whether if the Russian aggression in the Arctic or even Chinese interest in the minerals in Greenland were to used as an excuse. I doubt more about whether if it has any basis of making use of those excuses. Notre invité pense que l'excuse militaire est annexe parce qu'effectivement, il y a déjà une base militaire, on arrive à contrôler depuis l'espace, mais que ce sont indiscutablement les minéraux d'une part et l'aspect géopolitique qui sont terriblement importants et qu'il faut également que Russie et Chine se soient intéressés à cette région.
The idea to purchase Greenland first time erupted in 2019, and it was due to the discussions of the rare earth elements or exploitation of the rare earth elements in Greenland. That was the reason for President Trump's first response to purchase Greenland. La première raison, en 2019, qui a poussé le président Trump à vouloir acheter le Groenland, c'était les ressources minérales. C'est tout à fait clair. But the second eruption of the idea came in January 2025, when Trump Jr. came to Nuuk, and this caused a huge outroar and reaction. But because of the lack of reaction of the former government of Greenland, the situation worsened. And because of lack of action, you could say that the situation indeed was self-inflicted because of lack of the threats that came later on. Ensuite, les États-Unis sont revenus à la charge, et cela en janvier 2025. Mais l'absence de réaction très dure de la part du gouvernement précédent du Groenland a mené les Américains à vouloir aller plus loin. Depuis, le gouvernement au Groenland a changé, la réaction maintenant est très forte. My personal evaluation of the situation is that President Trump is using Greenland for convenient reasons to distract the American public of the Epstein files, the immigration, and perhaps the situation in Venezuela. Notre invité est persuadé que le président Trump joue sur plusieurs tableaux et a amené notamment cette affaire groenlandaise sur le devant de la scène pour masquer des problèmes qui pour lui et pour le président des États-Unis sont importants, comme le Venezuela, comme l'immigration aux États-Unis, et le Groenland est apparemment utilisé comme un paravent. The evaluation amongst the Greenlanders is that it's been a very inconvenient situation with a lot of unrest and anxiety amongst people. La réaction des Groenlandais maintenant est de dire que c'était vraiment une période extrêmement difficile, délicate, qui a amené beaucoup de discussions, mais en même temps d'unité avec les gens. But we are not for sale because we are humans with emotions, and we have a very high regard for our land and for our culture. So we are not for. Le Groenland, c'est clair, les Groenlandais sont là, mais ils ne sont pas à vendre. Et ils ont une grande, à la fois dépendance et admiration pour leur pays et leur culture. Une grande fierté. And if we look at the attempts to include more European guardians of Greenland, there has been a discussion whether if Greenland should emerge a membership in the European Union. Il y a eu des discussions nombreuses, et notamment pour savoir est-ce que le Groenland doit se tourner vers les États-Unis et l'Europe. Et il a également été mentionné que le Groenland indépendant pourrait être un membre à part entière de l'Union européenne. As mentioned before, Greenland had a referendum back in 1982 where a majority of 70% of the voters decided to step out from the European community because of dispute of fishing resources. C'est en 1982 que, avec un référendum qui a obtenu 70% des voix, que le Groenland est sorti de l'Union européenne,
car étant dans l'Union européenne, les pays de l'Union européenne pouvaient pêcher librement et cela n'amenait plus les ressources de la pêche au Groenland. C'est donc le Groenland avait 2 députés au sein du Parlement européen et cela s'est arrêté en 1982. But Greenland is seeking for investments, and the European interest for minerals and especially the rare earth elements have also been an objective where we have developed our partnership agreements with the EU in regards to fishing resources, but also the minerals in the past few years. Dans les dernières années, les Groenlandais ont vraiment voulu et ont vraiment développé beaucoup plus leur partenariat avec l'Union européenne. Cela, évidemment, parce qu'il faut des ressources, il faut des ressources financières, mais également parce que l'Europe est extrêmement intéressée par les ressources piscicoles, les ressources de mer qui sont extrêmement importantes, par les ressources souterraines et puis évidemment par les terres rares qui se trouvent au Groenland. So the coming time will be exciting on how we are going to develop our connections to Europe, not least EU. So it's going to be an interesting time ahead. Il est certain que dans les mois, les années à venir, il sera extrêmement intéressant de voir la position des Groenlandais par rapport à l'Europe, car il y a un intérêt de l'Europe pour le Groenland, il y a un intérêt des Groenlandais pour l'Europe, et ce sera certainement quelque chose de passionnant à voir dans les mois à venir. And thank you for allowing me to exchange my views with you. Thank you. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté et puis écouter son exposé, également écouter ses opinions sur les relations futures entre l'Europe et le Groenland. Thank you very much, Vitus. Thank you for your presentation. It's very important for us to have the perspective of someone who is part of Greenland. And as you can imagine, we have many questions arriving in the chat. Donc, nous avons beaucoup de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Alors, beaucoup ont été... François s'est chargé de répondre à quelques questions directement dans le chat, mais nous allons relayer d'autres. Première question, alors peut-être c'est une première question qui est adressée à François, suite à la présentation de François, donc merci à lui, nous dit-on. Les grandes puissances et surtout Donald Trump, Poutine, Xi Jinping font-ils bien la différence entre protection ou surveillance des lieux et annexion et colonisation? Je ne suis pas dans la tête de Donald Trump et je ne sais pas s'il fait la différence. Oui, difficile de se mettre à la place de ce personnage. Alors, je vais faire les questions en français, puis les traduire également pour Vitus en anglais. Vitus, I will traduce the question for you. Est-ce que le Groenland est capable d'être 100% autonome ou a-t-il encore besoin d'aide? Donc, Vitus, is Greenland can today be completely autonomous or does it still need support? My personal opinion is a very direct yes, because of what the pose of economic venues as mentioned before, the arrangements between United States and Denmark have never been disclosed of what economic arrangements there has been to facilitate military bases in Greenland. La réponse est claire, oui.
Le Groenland pourrait être véritablement économiquement viable, à condition cependant que ce qui n'a jamais été fait entre les Américains et les Danois, problème qui s'est posé par ailleurs dans d'autres terrains, je pense à l'Islande en particulier, au Canada en particulier, il n'a été véritablement pondéré et vu les compensations que devaient avoir les territoires locaux par rapport à la présence d'armées étrangères, comme c'est le cas pour l'armée américaine au Groenland. Cette compensation permettrait, outre les autres ressources, au Groenland d'être largement autonome. And looking at the seafood commodities, I think the products exceed the so-called grant from Denmark, thinking of how much Danish state is earning on fish products entering Denmark in taxes and toll. Il faut aussi savoir que sur le plan purement économique, le Danemark a les droits de pêche. Ce n'est plus le cas de l'Union européenne, mais le Danemark a les droits de pêche. Et si on convertissait la valeur des poissons pris grâce à ces droits de pêche, il y aurait également une grande partie d'argent qui reviendrait au Groenland. And add the minerals on top of that, I think there is a reason to believe that the future prospects for Greenland are indeed very light and very hopeful that Greenland will be economic independent to support itself. Avec les ressources minérales également, on peut penser, oui, que le Groenland pourrait être indépendant en termes de ressources minérales et en termes d'indépendance. Thank you, Vitus, for your answer. And the next question, in French first, les Groenlandais ont-ils la possibilité de limiter la présence militaire sur leur territoire et ont-ils leur mot à dire sur cette présence militaire constante? So, do Greenlanders have the possibility to limit military presence on their territory? And do they have, can they say something about this constant military presence? With the current treaty between United States and Denmark, it's not possible for Greenland to have any objections whatever. So there is a need to adjust the treaty so Greenland has a saying in how much and where and how the activities are to be concluded to facilitate land, air, and sea territory for military purposes in Greenland. Dans l'état actuel des traités existants, les Groenlandais n'ont rien à dire. En revanche, il est évident qu'à l'avenir, il faudra revoir ces traités entre le Danemark et les États-Unis en incluant le Groenland. Les Groenlandais veulent pouvoir dire où des bases militaires étrangères peuvent s'établir et non pas qu'on leur impose. Thank you, Vitus. Merci, Christian. What about the economic dependence that Trump wants to impose on Greenland through the exploitation of non-living resources by American companies? I think it's out of question that Greenland should refrain from having any revenues from the extraction of minerals. I think it's expectable to see American investments in Greenland, but for the past many years we haven't seen any investment whatsoever. So we need to see hard evidence and see investments not only from USA but also from Europe if the extraction of the minerals are to come to benefit the people of Greenland. Pour le moment, il y a eu beaucoup d'extraction de minéraux.
au point même que certaines mines aient été fermées dans le sud du Groenland, et notamment une mine d'uranium aussi. Et les Groenlandais ne sont pas fondamentalement contre l'exploitation de minéraux, mais ils veulent que véritablement les Groenlandais profitent de cette exploitation de leurs terres, qu'elles soient américaines ou qu'elles soient européennes. Thank you. So far, it's only been warm air. Pour le moment, ça n'allait que dans un sens, hein. Du Groenland vers l'extérieur. Les Groenlandais doivent pouvoir profiter également de leurs richesses naturelles. Thank you, Vitus. Prochaine question, next question. Que sait-on de la suite de l'abandon de Camp Century, creusé sous la glace puis abandonné? What do we know about the aftermath of Century Camp, which was dug under the ice and then left? We don't know the full extent of how much nuclear waste materials that were left in Camp Century, how much it posed a threat for the fauna and for the nature, and not least for the humans living nearby. Malheureusement, très peu d'études, ou selon Vitus, pas d'études ont été menées sur les déchets nucléaires laissés sur place. Cette implantation de Camp Century était absolument gigantesque. Il y avait des milliers de personnes, il y avait des routes sous-glaciaires, il y avait une centrale nucléaire qui alimentait le tout, il y avait de nombreux silos, et cela était couvert par le secret militaire. Et il est toujours. Et donc, on a très, très peu de renseignements sur l'impact militaire et donc, évidemment, les revendications qu'il pourrait y avoir par rapport à des pollutions nucléaires qui n'ont pas été étudiées. Thank you, Vitus. According to you, what do Greenlanders want for the most of them? Financial independence, even it's mean losing their current standards of living? En français, que veulent les Groenlandais dans leur majorité? Une indépendance financière, mais une perte de niveau de vie potentiel actuel? I suspect that with the current seafood that are being catched and the land for military purposes alone are surpassing the grant from Denmark multiple times, meaning that we have a deficit in what Greenland ought to have in revenues that are going to Denmark instead of Greenland. So for that, yes, we are losing money because the state of Denmark is profiting from Greenland today that is multiple times than the yearly grant that Greenland gets. Dans l'état actuel, en ce moment, le Danemark profite largement des ressources groenlandaises. Ces ressources, c'est la mer, les ressources marines d'une part, et puis également les royalties qui devraient être dues au titre de la présence militaire. Et si d'un côté, ces deux revenus liés à la mer et liés aux militaires, et d'un autre côté, si l'argent n'allait pas vers le Danemark, que plutôt vers le Groenland pourrait véritablement être bien autonome financièrement. Thank you, Vitus. And do you know the position of Canada concerning this point? Concerning what, sorry? The independence, I guess, of and the Trump interest from for the part of this part of the Arctic.
I think Canada has been somewhat reluctant to support Greenland in our endeavor toward the independence. Canada has not been present in terms of consulate. They're only going to establish a consulate despite the U.S. Establishing a consulate for almost 8 years ago. So Canada has been very reluctant and very distant in our endeavor. Le Canada a plus ou moins été poussé à soutenir le Groenland d'une certaine manière. Et les États-Unis, vous le savez, ont ouvert un consulat au Groenland. Le Canada de même, et la position, si je puis dire, canadienne est quelque peu ambiguë dans la mesure où le Canada est également menacé, si je puis dire, par le président Trump. Donc, il ne peut y avoir qu'une convergence. Thank you. A last question, I just say it in French first. Alors, le Groenland ne veut la possibilité d'y établir des gigantesques fermes de serveurs informatiques du futur, avec pour but la réduction du besoin énergétique en refroidissement, qui pourrait, en fin de compte, faire du Groenland le nœud central du réseau Internet mondial. Alors, in English for you, Vitus, it's a last question. Doesn't Greenland also offer the possibility of establishing huge data centers of the future, reducing the energy needed for cooling, which could make Greenland a central hub of the global internet network? Indeed, and the possibilities for establishing data centers are ideal, since we have lots of extreme cold temperature and very low temperatures during the summer. So indeed, there is space and enough opportunities to establish the data centers in Greenland. Indeed, we need to explore it a lot more and make use of it. Voici une idée qui doit être explorée. Le Groenland a de l'espace, le Groenland a des températures froides, même en certains endroits en été, et il est évident que le Groenland pourrait accueillir des grands data centers, que ce soit au Groenland, et vous le savez également, Elon Musk veut les mettre dans l'espace. Au Groenland, ça reviendrait peut-être moins cher. Thank you, Vitus. Are there any international agreements or treaties to ensure the security of the Arctic? Donc, existe-t-il des accords ou des traités internationaux pour assurer la sécurité de l'Arctique? Peut-être quelqu'un d'autre pour... Je ne sais pas si on a... Oui, pardon. Je peux répondre, je voulais laisser à Vitus la priorité. Il y a 3 niveaux de sécurité. D'abord, il y a à la limite des 200 000 nautiques qui sont acquis et qui sont en principe souverains. Néanmoins, ils sont discutés, notamment au nord du Groenland, du Canada. Ils ont été résolus récemment entre la Norvège et la Russie. Ça, c'est le premier niveau. Donc, les frontières, oui. En revanche, deuxième niveau, il y a une zone englobant notamment le pôle Nord qui est toujours disputée, je dirais. Troisièmement, il y a comme organisme souverain un organisme de consultation qui est effectivement le Conseil de l'Arctique, qui a déjà vu venir le vice-président des États-Unis, qui a déjà vu venir des gens. Nous avions, nous, en notre temps français, également M. Rocard, qui était un excellent représentant. Il y a toujours un représentant français auprès de ce Conseil de l'Arctique et qui est désigné, qui est pris par le président de la République. Et donc, c'est un haut niveau de représentation et c'est ce Conseil de l'Arctique qui avait
avec les 8 pays dits riverains, même s'ils ne le sont pas tout à fait, la Suède n'est pas riveraine, avec les 13 autres pays observateurs, dont la France évidemment, et l'Union européenne et d'autres, ma foi, ce sont ces pays qui gèrent les problèmes. Mais la gestion des problèmes, il est clair, elle est brutale, elle est russe, elle est militaire. Merci Christian pour cette réponse. Beaucoup de questions encore. Je suis un peu obligée de faire un petit peu le tri. Une question concernant le réchauffement climatique. Est-ce qu'il va modifier les ressources halieutiques du Groenland? Will climate change will affect Greenland's fishery resources? As I pointed out in my presentation, the effects are mostly positive for the climate change in regards to fishing, because of the obvious reasons of more stocks and the availability of fish because of the climate change. So I don't see much of the negative downsides of the climate change thinking of fishing. En ce qui concerne purement la pêche, il faut savoir que le réchauffement du climatique, présentement pour le Groenland, a plutôt un impact favorable, avec des espèces plus nombreuses, avec des eaux plus poissonneuses, premièrement, et deuxièmement, avec un meilleur accès, il y a moins de banquise, à ces ressources halieutiques, à ces ressources marines. Je voudrais pour ma part simplement ajouter, et sans peut-être un aspect commercial, mais sans trop le souligner, que s'il y a beaucoup de questions, notre invité sera avec nous sur une croisière Groenland du 14 août au 25 août, et nous pourrons poser beaucoup de questions. Mais ça, c'est pour plus tard, et je pense qu'on le redira à la fin de cette séance. Mais c'est vrai que les questions sont très nombreuses et mériteraient chacune énormément de développement. C'est sûr. Il y a une question qui revient beaucoup, c'est la question des déchets, notamment déchets nucléaires liés aux bases installées sur le Groenland. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces déchets? Vitus, do you know what's happening with all the nuclear and other waste from the base implemented in Greenland? I mentioned the B-52 flight crash in 1968 near Pituffik. We don't know what the effects of this have on the nature and the animal life, and how much it poses a threat and hazard to humans, because we don't see the monitoring results of this, despite 4 hydrogen bombs lost in the sea. Cela peut paraître invraisemblable, ou quasiment, mais il y a eu très peu, ou pratiquement pas d'études, ni de recherches qui ont été faites sur les déchets nucléaires et sur les impacts nucléaires sur les premières populations concernées, qui sont celles que notre invité connaît bien, celles de la région de Ranach au nord du Groenland. Et enfin, concernant la rencontre entre Trump et Rutte en janvier, est-ce qu'on sait ce qui est ressorti de cette réunion? Vitus, do you know what Trump and Rutte agreed on January when they meet? I didn't understood the question, sorry. Well, Vitus, in Davos, President Trump and the chief of NATO had a meeting, and after that meeting, Trump said, "Okay, I'm not going to invade Greenland. we'll have good relationship." Do you politicians in Greenland know what was said exactly during this meeting? I don't think anyone knows except Trump himself, because
because what he was saying in Davos was very confusing for all of us of what he meant by resolving the situation. And he keeps mentioning that he will seize the control of Greenland, whatever it means. So I think the public deserves an explanation of what the NATO chief and Trump have agreed in regards to Greenland. So we need to see facts on table before we can react, I guess. La réaction est en deux niveaux. Premièrement, évidemment, personne ne sait ce qui a été dit exactement, mais surtout, il insiste sur le fait qu'en dehors des discours de Davos et encore des discussions de Davos, il faut voir des faits maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Car le président Trump a toujours envie du Groenland. Oui, je peux. Oui, vous m'entendez? Je peux ajouter un mot. Oui, le Groenland a protesté en disant que l'OTAN et Mark Rutte n'a aucun pouvoir de décision sur le Groenland. La seule chose qui a pu percer, c'est que, donc, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir un exercice militaire dans le cadre de l'OTAN avec participation des Américains et des armées européennes. Ça sera l'opération qui s'appelle Arctic Sentry, la sentinelle arctique, mais on n'a pas plus de détails ni sur les dates ni sur les effectifs. Et comme disait Vitus, mais le Groenland aimerait bien être informé de ce genre de décision. Et le peuple groenlandais, comme le disait aussi Christiane, est un peuple très pacifique et il n'aime pas trop voir de soldats sur son territoire. Merci François pour ce complément de réponse. Alors je vais poser peut-être cette dernière question qui peut un petit peu conclure cette conférence et ça nous concerne puisque c'est une question à propos du tourisme. Donc le tourisme contrôlé peut-il être une bonne option pour les Groenlandais afin de rentabiliser les terres sans les surexploiter? Vitus, can control tourism can provide to Greenlanders an economic alternative that allows them to benefit from their land without over-exploiting it. We are very fortunate to have Khan Ispas and many other actors allowing a responsible development of tourism with regards to the local population. I think it's important that there is a coherence of the operators and that we mind the culture and the country and the people, not least the people that live in Greenland, which is why Grand Espacios is a good example of how to conduct and to involve the local community and the people in its operation. And I thank Grand Espacios for the opportunity to make my views available, but also thinking that you are interacting with the people of Greenland instead of just making profits. You make things aware of how vulnerable the nature of Greenland is and the people that we have to mind. Le tourisme, pour sûr, est un axe de développement important et le tourisme se développe de manière importante au Groenland. Il entre pour plus de 25% maintenant dans le produit national brut du Groenland. C'est donc un avenir extrêmement important, un avenir blanc. Et notre invité remercie Grands Espaces et ses attitudes pour faire un tourisme responsable, c'est-à-dire un tourisme qui ne profite pas que à une compagnie ou que à des étrangers, mais qui implique les populations locales en les respectant. Et les respectant, ça veut également dire avec des
petit nombre de participants et avec des activités qui les incluent et non pas qui font mener deux mondes parallèlement et qui ne se regardent pas. Et il a remercié à plusieurs reprises nos actions que nous menons au Groenland avec des exemples bien précis. Je pense au nord du Groenland, je pense à ce que fait Christiane ou ce que nous faisons sur l'est du Groenland. Thank you, Vitus. Merci à tous pour toutes ces réponses. Alors, je ne sais pas, peut-être que nos intervenants ont vu d'autres questions auxquelles ils voudraient répondre. J'ai essayé de reprendre le maximum hein, de questions posées. Et comme l'a si bien dit Christian, eh bien, Vitus sera à bord de l'une de nos croisières cet été. Nous avons vraiment l'honneur de l'accueillir à bord du Terra Nova. Et donc, il pourra répondre encore plus à toutes ces questions et puis interagir avec vous à bord du bateau. Eh bien, si ça va à tout le monde, je pense que nous arrivons au terme de cette conférence et on espère que cela vous aura permis eh bien, de mieux comprendre les enjeux que traverse aujourd'hui le Groenland, bien au-delà hein, des titres de l'actualité. Alors, comme dit, hein, nous avons vraiment à cœur chez Grands Espaces de partager cette expertise sur ces régions qui font partie de notre ADN. Nous considérons que les pôles ne sont pas seulement des destinations de voyage, ce sont des territoires vraiment vivants, en transformation rapide et au cœur des grands équilibres du monde contemporain, vous l'avez compris. Et il est donc important pour nous, à travers ces webinaires, de contribuer à cette meilleure compréhension scientifique, culturelle, géopolitique de ces grands espaces. Eh bien, merci à vous tous d'avoir encore été si nombreux ce soir avec nous. Et puis, merci surtout à tous nos intervenants pour la richesse de leur analyse, la qualité des échanges et puis le temps hein, qu'ils nous ont accordé ce soir. Thank you very much, Vitus, for being with us tonight. It was a great honor for us. N'hésitez pas à partager ce webinaire autour de vous. Hein. Vous allez recevoir eh bien, le lien vers le replay dans vos boîtes mail. Donc, n'hésitez pas à le partager. Il sera également sur notre chaîne YouTube dès demain. Et puis, n'hésitez pas surtout à suivre aussi notre actualité via notre newsletter. Vous pouvez vous abonner sur notre site Internet. Cela vous permettra de découvrir, en plus de nos voyages et de nos belles destinations que nous vous proposons, de rester informés et de suivre eh bien, toutes ces interventions que nous vous proposons à travers ces conférences. Merci à tous. Au revoir et très belle soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.